Le Big Bang ne se serait pas produit il y a 13 milliards d'années, mais plutôt 26. C'est la thèse déroutante publiée par l'université d'Ottawa cet été. Si ça s'avérait vrai, tout ce qu'on pensait savoir sur le cosmos s'effondrerait. Ça fait presque 100 ans qu'on l'étudie sous tous les angles, lumière, température, radiation, alors comment aurait-on pu se tromper à ce point? Est-ce que tout reposerait sur des calculs hasardeux? Je vous propose de remonter dans le temps et mettre nos calculs à l'épreuve. Dinosaures, météorites ou même notre planète, comment la science trouve l'âge de ces choses? Comment dater les fossiles? On ne sait pas quand le premier fossile de dinosaure a été découvert, peut-être un babylonien il y a 5000 ans, donnant naissance aux légendes de dragons. La première trace répertoriée, c'est en 1650 au musée d'Oxford. On pensait que c'était un fémur de géant ou un scrotum d'humanoïde. Personne ne savait qu'il y avait en face d'eux un fragment d'os de mégalosaure. Alors pour ce qui est de le dater, c'est même pas la peine d'espérer. Aujourd'hui, on a plein de méthodes pour estimer l'âge de civilisation ou d'espèces disparues. Déjà, en examinant la roche dans laquelle on les a trouvées, chacune a été formée à une époque bien précise car notre planète est un peu comme un millefeuille. Les sédiments et la poussière s'accumulent et deviennent de plus en plus denses, jusqu'à former une couche de pierre sur laquelle une nouvelle vague de sédiments va venir se déposer. C'est la lithification. Et ça peut prendre plusieurs milliers d'années. En regardant la profondeur où sont piégées les reliques, on peut donc facilement connaître l'époque. Mais ce n'est pas toujours possible. Des outils préhistoriques sont souvent retrouvés au fond des grottes. Et là, c'est plus compliqué. Les couches rocheuses ne se forment pas à l'intérieur car les sédiments n'arrivent pas jusqu'à là. Pareil pour les peintures murales, comment les dater? Elles sont sur les murs, pas prisonnières des couches rocheuses. Les spécialistes étudient alors les traces organiques présentes sur place, comme par exemple le manche en bois d'une hache ou les plantes utilisées dans la couleur. C'est là-dessus qu'on va pouvoir utiliser la datation au carbone 14. On en a tous entendu parler, mais comment ça marche? Parce que le carbone on connaît, ça compose tout le vivant sur notre planète. Mais pourquoi 14? C'est quoi la différence? Normalement il contient 6 protons et 6 neutrons, c'est du carbone 12. Mais il arrive que certains noyaux se retrouvent avec un nombre plus élevé de neutrons. C'est les isotopes, des formes spéciales d'un atome. Avec 2 de plus, on obtient le carbone 14. Sauf que le noyau est devenu trop gros et n'arrive pas à rester soudé. Il va donc libérer des particules et de l'énergie pour revenir vers un état d'équilibre. C'est ça qu'on appelle la radioactivité. Tant qu'un organisme est vivant, ça n'a pas lieu. Le ratio reste constant car il en absorbe autant qu'il en rejette. Au moment de la mort, il n'en évacue plus et les atomes commencent petit à petit à se transformer en azote. En comptant combien il en reste, on peut donc connaître l'âge. C'est possible car on connaît sa vitesse de désintégration. Et ça prend très longtemps. Pour que 50% disparaissent, il faudra 5730 ans. Il faudra à nouveau 5730 ans pour que la moitié de ce qu'il reste se dissipe, et ainsi de suite. C'est la technique la plus répandue, mais elle a de gros défauts. On connaît la quantité de départ dans tous les organismes, car elle est partout la même. Mais ce n'était peut-être pas le cas à toutes les époques. Comme l'isotope se forme lorsque des atomes d'azote sont bombardés par des rayons cosmiques, la quantité augmente durant les périodes d'éruption solaire. Ça fausse les calculs. D'autres événements peuvent avoir le même effet. Entre 1945 et 1963, plus d'une centaine d'essais nucléaires ont eu lieu à travers le globe. Tellement d'énergie relâchée dans l'atmosphère que la quantité de carbone 14 a doublé. Pour nous, ça ne change rien, mais l'homme du futur risque d'avoir quelques surprises en étudiant le reste de notre civilisation. L'autre problème, c'est qu'après 50 000 ans, tout l'isotope a disparu. Donc tout ce qui est plus vieux ne peut pas être daté. Ça inclut les dinosaures. Leur disparition remonte à la fin du Crétacé, donc impossible de connaître leur âge avec cette méthode. Comment on fait alors? Exactement pareil, mais on utilise un autre élément qui a un temps de demi-vie plus long, le potassium 40. 1,25 milliard d'années pour que la moitié disparaisse. Alors avec ça, on est tranquille pour dater tous les êtres vivants qui ont existé. Mais encore faut-il avoir quelque chose à étudier. À l'heure actuelle, environ 700 espèces de dinosaures ont été découvertes, mais on estime qu'il n'y a qu'une chance sur 1 million pour qu'un fossile se crée. Si les sédiments ne recouvrent pas la dépouille assez vite, pas de fossilisation. On ignore donc sûrement l'existence de nombreuses espèces qui n'ont laissé aucune trace. Dinosaure inconnu. Son cri atroce semble être propice pour instaurer la terreur chez ses victimes. C'est un prédateur redoutable. Faut pas que je traîne ici. Cette fois-ci, on va chercher l'âge de quelque chose de beaucoup plus vieux qu'un dino. Comment calculer l'âge de la Terre ? La date de naissance de la Terre, on la connaît, le dimanche 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ. L'humanité est arrivée le vendredi d'après. C'est du moins ce qu'a calculé un évêque au XVIIe siècle. Du côté des sciences, on pensait qu'à l'origine, la Terre était une boule de magma, comme le Soleil. En calculant le temps qu'elle a mis à refroidir, on pouvait donc savoir depuis quand elle existait. Le résultat le plus célèbre est celui d'un physicien du XVIIIe siècle, connu pour avoir créé l'échelle de température qui lui a valu son surnom de Baron Kelvin. Il était en total désaccord avec Darwin et les géologistes de son époque qui fixaient
c'est l'âge à plusieurs milliards d'années. Pour lui, c'est simple, entre 20 et 400 millions d'années, quoique pas sûr en fait. Pendant 30 ans, il a refait les calculs pour au final s'arrêter entre 20 et 40 millions d'années. Pas de bol, c'est raté. Normal, à l'époque, on connaissait ni le mouvement des plaques tectoniques, ni la radioactivité qui a lieu sous nos pieds. Aujourd'hui, avec la datation radiométrique, on est beaucoup plus précis. Il suffit d'étudier les isotopes présents dans les roches qui nous entourent. Comme pour les fossiles, on se tourne vers le potassium 40. Mais on a aussi d'autres choix, par exemple l'uranium-238 ou le thorium-232. Leurs temps de demi-vie sont carrément à 4,5 et 14 milliards d'années. Mais pour ça, il faut déjà trouver des roches suffisamment anciennes pour pouvoir les analyser. À ce jour, les plus vieux minéraux testés ont été trouvés en Australie, toute une région dans laquelle on a pu déterrer des zircons datant de plus de 4 milliards d'années. Très loin de la valeur des premiers calculs, mais il y a un problème. Ça donne une valeur de départ, mais pas sûr qu'il se soit créé en même temps que la Terre. Les roches ont aussi un cycle de vie et changent avec le temps. Les sédiments se déposent sur le fond marin et couche après couche sont compactés jusqu'à devenir solides. En suivant le mouvement des plaques océaniques, elles vont finir par plonger sous la croûte terrestre. À cause de la pression et de la température, elles vont changer de forme et de composition chimique. Elles atteignent ensuite le magma où elles vont fondre et remonter à la surface pendant une éruption. En refroidissant, elles vont donner une nouvelle pierre qui vont être érodées par la pluie et le vent, donnant de nouveaux sédiments. La décroissance radioactive commence lorsque la lave refroidit. Même au cœur d'une montagne, c'est pas sûr que la roche se soit formée en même temps que la Terre. Il y a de fortes chances que toutes les pierres d'origine aient disparu. Dans l'espace, pas d'éruption, pas de mouvement tectonique et pas de météo. Si un éclat de la Terre pouvait être trouvé en orbite, alors on pourrait enfin avoir une réponse. Et ils en ont trouvé un sur la Lune, complètement au pif. La mission Apollo 14 cherchait des échantillons pour analyse quand ils sont tombés sur ce caillou de 9 kg. Aujourd'hui encore, c'est le troisième plus gros prélèvement lunaire. Mais 48 ans plus tard, on se rend compte qu'il cachait un secret. C'est pas une pierre, mais plusieurs fusionnées entre elles par un violent impact. La chute d'une immense roche dont on a trouvé un bout juste ici. La petite partie grise qui pèse à peine 2 grammes. Le plus étonnant, c'est que les minéraux qui le constituent sont formés dans un environnement contenant de l'oxygène. Alors on peut toujours imaginer qu'il y avait de l'air sur la Lune dans le passé. Mais le plus probable, c'est quand même qu'il s'agit d'un morceau de notre planète, arraché pendant un impact de météorite, puis capté par la gravité lunaire. Son étude confirme les résultats des experts. Il aurait 4,5 milliards d'années. En comparant avec des météorites écrasées sur Terre, on arrive même à 4,55 milliards d'années. C'est l'âge présumé de notre globe, mais ça reste une estimation. On n'est pas à l'abri de découvrir une nouvelle roche encore plus vieille dans les années à venir. Batart, je détecte des grosses activités cosmiques à ton époque. L'impact est prévu dans 10 minutes. Décidément, on veut pas de moi dans le passé. Comment dater l'âge de l'univers? C'est compliqué. On peut pas gratter un morceau de cosmos pour le mettre dans une machine. Y a que du vide à analyser. On peut toujours tester plein de météorites jusqu'à trouver la plus vieille, mais ça va être très long. On a quand même trouvé un moyen en observant les étoiles qui nous entourent. Leur taille, par exemple, ça nous permet de connaître leur âge. Plus elles sont grosses et plus elles vont consommer rapidement leur réserve d'hydrogène. Notre Soleil, par exemple, est suffisamment petite pour briller 9 milliards d'années. Une étoile 2 fois plus grosse brillerait 1 millier de fois plus, mais 11,25 fois moins longtemps. A l'inverse, s'il était 2 fois plus petit, il lui faudrait 20 milliards d'années pour s'éteindre. Les lumières qu'elles émettent nous donnent aussi plein d'informations. Dans les regroupements de plus de 10 000 étoiles, on sait qu'elles sont toutes formées en même temps. En fonction de la luminosité et de la température à la surface, on peut les répartir dans un tableau. On appelle ça un diagramme HR. Une étoile très chaude et lumineuse sera en haut à gauche, alors qu'une étoile froide émettant peu de lumière sera tout en bas. Si on devait placer notre Soleil, il serait à peu près là. La plupart des étoiles se trouvent sur la diagonale et ils y restent 90% de leur vie. On appelle ça la séquence principale. Quand elles commencent à manquer de carburant, leur couleur va changer pour tendre vers le rouge. Elles vont donc se décaler sur le spectre et sortir du lot. Ça permet de différencier les grosses étoiles en fin de vie des petites, même si elles ont la même couleur. Une fois qu'on sait laquelle va bientôt s'éteindre, on n'a plus qu'à calculer à quelle vitesse elle a consommé son hydrogène. Et voilà, on obtient l'âge de plusieurs dizaines de milliers d'étoiles en même temps. On a essayé de faire pareil avec l'étoile de Mathusalem, la plus vieille de toutes. Lorsqu'on l'a placée sur le diagramme, elle n'était ni sur la séquence principale, ni parmi le groupe des étoiles en fin de vie. Et aucune autre tour pour avoir des infos, elle était toute seule. C'est ce qui a gêné les calculs et on l'a datée plus vieille que l'univers. Le télescope Hubble nous a permis d'obtenir des informations beaucoup plus précises, luminosité, distance. Grâce à ça, on sait qu'elle est née il y a 13,7 milliards d'années. Notre univers a donc au minimum le même âge. Mais comment être sûr de ce résultat? Calculer combien de temps il a mis pour atteindre sa taille actuelle. Le problème, c'est qu'il grandit encore. Et comment connaître sa vitesse d'expansion? En observant les galaxies très éloignées.
Une fois qu'on sait à quelle distance elles se trouvent, on étudie leur vélocité. C'est encore la lumière qui nous donne la réponse, grâce à un phénomène que vous avez déjà expérimenté, l'effet Doppler. Lorsqu'une ambulance s'approche de vous, le son a tendance à s'accélérer. Par contre, quand elle s'éloigne, il s'étale et dure plus longtemps. C'est pareil dans l'espace, plus la galaxie s'éloigne rapidement et plus la lumière s'étire, allant de plus en plus vers le rouge. La couleur permet de calculer l'étalement de la lumière qui permet de déterminer la vitesse d'éloignement. Deux astres à 3,26 millions d'années-lumière l'un de l'autre s'éloignent chaque seconde de 67,6 km. Si on double la distance, la vitesse fait pareil. Mais quelque chose de beaucoup plus précis peut être utilisé. Une lumière bien plus précise que toutes les autres, celle émise par le Big Bang. À ce moment, tout était à l'état d'un plasma tellement dense qu'aucune lumière ne pouvait passer au travers. Pendant plus de 300 000 ans, l'univers s'est étendu et a refroidi petit à petit jusqu'à descendre sous les 3000 degrés Celsius. La matière a pris la forme d'atomes et l'univers est devenu transparent, permettant à la toute première lumière de passer au travers. Et vous savez quoi? Elle est toujours là. Elle aussi a été étirée par l'expansion. Mais ça fait tellement longtemps qu'elle le subit que c'est devenu une micro-onde. Elle s'est répandue partout dans le cosmos, c'est le fond diffus cosmologique dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Grâce à l'évolution de la technologie, on peut le détecter très précisément autour de nous. En étudiant la vitesse à laquelle elle s'est déformée et en retraçant son parcours, on peut même obtenir une photo de notre univers à son commencement. Grâce à ça, on arrive à calculer sa naissance à 13,77 milliards d'années. Enfin, c'était avant que l'étude canadienne remette ça en doute. D'après elle, la lumière se fatiguerait en voyageant. Plus le voyage est long et plus elle rencontre de particules en chemin. En les percutant, elle perd petit à petit en puissance et devient rouge plus rapidement. C'est la théorie de la lumière fatiguée proposée en 1929 par un astrophysicien suisse. À l'époque, ça tenait pas la route. En l'appliquant, les résultats n'étaient pas cohérents avec les observations. Pourtant, si le changement de couleur est dû aux particules et à l'expansion de l'univers, on obtient un modèle qui daterait notre univers à 26,7 milliards d'années. Par contre, pour y parvenir, il faut changer certaines constantes fondamentales, comme la valeur de la vitesse de la lumière, un sacré morceau donc. Certains événements cosmiques contredisant la théorie ne sont pas non plus étudiés avec le modèle. Une étude frauduleuse? Pourquoi s'y intéresser dans ce cas? Parce que c'est un point de vue nouveau. Il permet d'expliquer comment des trous noirs ont pu se former avant la naissance des étoiles, ou encore comment des galaxies massives ont pu se former, tellement grosses que ça ne devrait pas être possible suivant nos connaissances. Un univers 2 fois plus vieux que prévu, ça peut changer beaucoup de choses. Il a beau être infini, c'est pas le cas de la partie qu'on est capable d'observer. Pour voir un objet, il faut que sa lumière arrive jusqu'à nous. Comme aucune n'est plus vieille que l'univers lui-même, alors tout ce qui se trouve à plus de 13,77 milliards d'années-lumière est hors de notre vision. Enfin presque. On l'a dit, il continue de grandir. Donc pendant que les rayons d'une étoile voyagent, elle continue de s'éloigner. En prenant ça en compte, ça nous permet d'observer jusqu'à 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. S'il est vraiment 2 fois plus vieux, on serait au cœur d'une sphère de 180 milliards d'années-lumière de diamètre. Un nombre incalculable de nouveaux astres à étudier, et peut-être par là-bas, quelqu'un ou quelque chose qui rêve à la même chose que vous. Cette idée de vidéo me vient des médiateurs de la Cité des Sciences que je souhaite remercier de leur travail.